Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à la veille des obsèques officielles du président tchadien Idriss Déby Itno, des syndicats, acteurs de la société civile et opposants se mobilisent pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un coup d'État constitutionnel et exiger le retour à l'ordre constitutionnel et la mise en place d'un véritable dialogue inclusif. Pendant ce temps, le Conseil militaire de transition multiplie les concertations avec les forces vives de la nation tchadienne et les diplomates. À suivre dans ce journal le point sur l'arrivée des délégations officielles et des chefs d'État devant assister à ces obsèques du maréchal président Idriss Déby Itno. Au Cameroun, des poches d'insécurité se multiplient alors qu'à Bamenda, une attaque meurtrière perpétrée il y a quelques jours a coûté la vie à au moins 6 personnes. Des malfrats sèment la terreur à Toubouro dans le Mayorais, poussant les populations à dénoncer le laxisme des autorités face à la recrudescence du grand banditisme et des attaques terroristes. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons tout de suite le cap sur N'Djamena, la capitale du Tchad, qui accueille depuis cet après-midi des délégations officielles et des chefs d'État devant assister aux obsèques officielles du président Idriss Déby Itno, obsèques officielles prévues dès demain, vendredi. Pour le cas du Cameroun, c'est le ministre de la Défense qui représentera le chef de l'État, Paul Biya. Et bien avant l'arrivée de cette délégation, le président du Conseil militaire de transition multiplie les concertations à la fois avec des diplomates et les forces vives de la nation. Parmi les forces vives de la nation tchadienne, il y a des acteurs de la société civile, des syndicats, des avocats et opposants qui s'insurgent contre ce coup d'État constitutionnel et demandent qu'il y ait un dialogue inclusif et le retour de l'ordre constitutionnel. D'autres précisions avec Gladys Sidé. Depuis l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno, le Conseil militaire de transition est aux affaires, avec comme président le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby. À quoi s'est-il attelé ces derniers jours? Mahamat Idriss Déby a accordé plusieurs audiences. Il a notamment reçu l'ambassadeur de France au Tchad et plusieurs leaders religieux. Nous avons échangé avec le président du Conseil militaire de transition sur les enjeux de la période qui s'ouvre, sur les questions de sécurité, mais aussi sur les signaux forts qu'il faut adresser sur la dimension civile du gouvernement qui conduira cette période de transition vers la sortie et de nouvelles élections. Nous sommes de longue date aux côtés du peuple tchadien et nous serons aux côtés du peuple tchadien pendant cette période de transition, sous ses volets militaires, sous ses volets civils également. Il s'est aussi entretenu avec les membres du Conseil national de dialogue politique. Au cours de cette rencontre, il a déclaré que le Conseil militaire de transition n'a aucune ambition de gouverner solitairement le pays. Au terme de la période de transition de 18 mois, le pouvoir sera rendu à un gouvernement civil issu des élections. Dans la même lancée, une charte de la transition prévoyant l'abrogation de la Constitution a été publiée pendant quelques heures sur le site de la présidence avant d'être retirée. Il ne s'agissait pas de la bonne version selon le Conseil militaire de transition. Le président de l'Assemblée nationale, dans un communiqué, a dit prendre acte de la mise en place du Conseil militaire de transition, de la désignation des membres de ce Conseil, mais aussi de la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, et compte apporter son soutien au Conseil militaire et particulièrement à son président. L'opposition, de son côté, dénonce un coup d'État institutionnel. Les partis politiques de l'opposition sont contre la transition qui balaie, selon eux, les dispositions de la Constitution tchadienne. Dans un communiqué, une trentaine de partis politiques appellent à l'instauration d'une transition dirigée par les civils à travers un dialogue inclusif. Les obsèques du président Idriss Déby Itno sont prévues vendredi 23 avril 2021. Emmanuel Macron, le président français, y est annoncé.
À présent, des images et témoignages exclusifs marquant l'inhumation de Germaine Ahidjo à Dakar, au Sénégal, une disparition qui devrait, selon des leaders politiques et des Camerounais, pousser le président de la République, Paul Biya, à s'engager sur la voie de la réconciliation nationale et l'apaisement des cœurs meurtris par cette mort en exil, du premier président de la République du Cameroun et son épouse. Des précisions dans ce reportage signé Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. Au cimetière de Yoff à Dakar, un corbillard ayant à son bord la dépouille de Germaine Abiba Ahidjo, la toute première dame du Cameroun indépendant, décédée en terre sénégalaise le 20 avril 2021. À son inhumation, quelques membres de la famille, des amis sénégalais et une forte communauté camerounaise voient la terre se refermer sur le cercueil de maman Germaine, comme tous l'appelaient affectueusement. Nous sommes très contents de perdre notre maman Germaine Ahidjo. Ça nous fait très mal au cœur. Nous sommes tristes. Raison pour laquelle nous sommes venus là pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Cette perte nous exprime notre désolation parce que c'est un moment qui est parti. Les étudiants l'ont considéré comme étant un patrimoine et aujourd'hui nous ne pouvons être déçus parce que les funérailles ne se sont pas passées effectivement comme nous l'espérions. Le site de la dernière demeure de Germaine Ahidjo n'a pas été choisi au hasard. C'est bien ici que repose son mari, Amadou Babatoura Ahidjo, le tout premier président de la République qui dirigea le Cameroun de 1960 à sa démission le 6 novembre 1982. Pour de nombreux Camerounais résidant au Sénégal et tous ceux qui ont fait le déplacement pour Dakar, les officiels de l'ambassade du Cameroun au Sénégal et le président Macky Sall qui s'est fait représenter, l'hommage est tout mérité pour Germaine Ahidjo, une grande figure et témoin privilégié du déroulement de l'histoire politique du Cameroun, de sa rencontre avec Amadou Ahidjo en 1955 jusqu'à son décès en exil le 30 novembre 1989. Moi je l'ai connu parce que j'ai quand même 72 ans. J'ai connu avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc j'ai vécu tous les événements du Cameroun du temps d'Ahidjo. Rendre cet hommage à Germaine Ahidjo, c'est rendre hommage au Cameroun. C'est un devoir de mémoire. Nos enfants doivent savoir que Ahidjo fut notre premier président et que Germaine Ahidjo fut son épouse. De la disparition du premier chef de l'État camerounais à son enterrement à Dakar, la mère de Aminatou Ahidjo respirait et vivait pour un seul combat. Forcer la main à Paul Biya, le successeur constitutionnel de son époux, à ramener les restes d'Amadou Ahidjo au Cameroun et offrir en son honneur des obsèques officielles à sa mémoire. Décédée à l'âge de 89 ans, Germaine Abiba Ahidjo quitte la scène sans avoir vu de ses propres yeux le transfert au bercail de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Si les enfants des illustres disparus ont presque abandonné le combat de toute une vie de leur mère, c'est désormais les corps du premier couple présidentiel camerounais que le peuple espère voir un jour revenir sur sa terre natale. Germaine Ahidjo s'en va donc avec tout un pan de l'histoire politique du Cameroun. C'est un nouvel assassinat des civils sur le théâtre de la crise anglophone. Au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque survenue dans le 2e arrondissement de Bamenda. Des hommes armés ont surgi, ouvrant le feu sur des populations rassemblées dans un débit de boissons pour se rafraîchir. D'autres précisions avec Stella Mbou et Donald Brice Kamgan. Au lieu d'Imai 90, dans le nord-ouest, une foule de riverains rassemblés. Chacun de ses habitants tente d'identifier les dépouilles des siens à cet endroit. Sur place, plusieurs camps ont été extraits. Des personnes civiles tuées la veille dimanche au soir dans un snack bar. Cette jeune fille a perdu son frère. D'après des témoignages concordants, un groupe d'hommes armés soupçonnés d'être des séparatistes a fait éruption dans ce snack bar situé dans le 2e arrondissement de Bamenda. Aveuglement,
Ils ouvrent le feu sur les personnes présentes. Il était environ 22 h. J'étais au bar. Je ne sais pas trop comment les choses se sont passées. J'ai juste entendu des tirs. L'attaque a fait 6 morts d'après un dernier bilan. Puis un blessé des 3 référés à l'hôpital régional de Bamenda aurait succombé le lendemain. De sources dans ce quartier du 2e arrondissement, les assaillants visaient des soldats qui venaient de se désaltérer dans ce snack bar à la fin de la journée. Une attaque meurtrière survenue dans la nuit de dimanche à lundi dernier. À Toubouro, dans le Mayorais, ce sont des malfrats qui sèment la terreur, ils torturent, pillent et prennent des otages dans des villages de cette commune. Exaspérées, les populations crient leur colère et interpellent les autorités administratives sur la nécessité de renforcer le dispositif sécuritaire dans le septentrion du Cameroun. D'autres précisions avec Jean-Blaise Noupayé et Sylvestre Hippolyte Zangao. Hommes, femmes et enfants bastonnés, des biens emportés. Les malfrats sèment la terreur à Toubouro dans la région du Nord. Les habitants de plusieurs villages de cette commune ont perdu le sommeil la nuit tombée, craignant d'être à nouveau visités par les malfrats, qui n'hésitent pas à les torturer avant de s'emparer de leurs biens. Ils sont venus environ de 23 heures. Ils ont son nombre de 8 personnes. Ils ont entré chez moi. Ils ont arrêté 2 gens. Et ils ont arrêté mes femmes. Ils ont tapé mes femmes jusqu'à... Ils ont arrêté ma première femme. Ils ont entré dans la chambre de deuxième femme. Ils ont arrêté. Ils ont tapé jusqu'à... Que les femmes là, ils ont les bébés dans la main. Ils ont entré dans la chambre de mes frères. Ils ont arrêté 2 frères. Ils ont parti en brousse avec eux. Tout ce que j'ai labouré dans 10 ans, je laboure l'arachide et le maïs et aussi le coton. Ils ont pris 12 millions. Ils ont toqué jusqu'à 5 portes, ils ne m'ont pas eu, c'est la 6e porte où ils sont venus toquer, ils ont ouvert ça. Ils ont menotté ma main avec une chaîne avant de me faire sortir de la chambre. Une fois que ma femme a entendu tout ce bruit, elle est sortie et une fois qu'elle est sortie, on a tapé sur sa tête et elle s'est blessée au niveau du front. Ils m'ont attaché mon bras dans le dos et c'est de là ils m'ont tabassé jusqu'à... Ils ont vendu 8 têtes de mes bœufs et 8 chèvres avec mes sacs de maïs ainsi que ma moto. Ces malfrats ne se limitent pas au butin emporté. Ils prennent également les populations en otage et exigent des rançons. Une fois qu'on m'a pris, on est allé me unir avec 2 personnes qu'on a pris à Gaindiki. C'est comme ça qu'on nous a amenés en brousse. Ils nous ont amenés entre le Tchad et le Cameroun. On m'a demandé 25 millions. Je me suis battu, j'ai payé 2 millions comme rançon et c'est là où on m'a libéré. Furieux et exaspérés, les habitants de la commune de Toubouro sont allés rencontrer le maire qu'ils ont élu pour que des dispositions soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Un mémorandum signé de 3000 personnes a été transmis au sous-préfet de l'arrondissement de Toubouro par le maire. Ce mémorandum signé de plus de 3000 fils et filles de l'arrondissement de Toubouro, nous sollicitons entre autres qu'il y ait des opérations d'envergure pour sécuriser les populations, de les mettre en confiance afin de leur permettre de vaquer librement à leurs occupations champêtres et pastorales. La commune de Toubouro est à la frontière avec le Tchad à l'est et la RCA à l'ouest. Une rocambolesque histoire défraie la chronique. À Bandioun, dans le département du Konki, région de l'Ouest, une jeune femme a succombé à de violents sévices corporels. Son conjoint, principal suspect, est accusé d'être son bourreau. Le mystère plane sur les mobiles d'un tel acte dans un couple qui venait pourtant à peine de célébrer leur mariage civil. S'agit-il de violences conjugales ou d'un crime passionnel? Où en sont les enquêtes? Élément de réponse avec Raphaël Tcheko et Vivien Tonfac. Voici une histoire d'amour qui vire au drame. Sur ces images, qui datent du 5 décembre 2020, Ariane et Alain Fotso, âgés de 28 et de 30 ans, jouent au cours d'une cérémonie de mariage grandiose, de s'aimer, de s'accepter et de se tolérer le restant de leur vie. À peine le mariage célébré, l'amour entre les deux va s'effriter, cédant place aux actes de violence du conjoint. Quand je suis arrivée ici, ma soeur me parlait quand même des problèmes qu'elle a avec son mari, que ça ne va pas. Parce que quand je restais avec je t'envie, elle me dit non, Stella, ne m'envie pas, tu ne sais pas ce que je vis. C'est là où elle commence à me raconter les menaces que son mari lui dit à la maison.
Elle me dit ceci, quand il reste, il dit que tu n'as personne, même si tu maintenant, c'est là, qui va parler, à part ta pauvre grand-mère là, qui va parler, ne voit personne, je n'ai peur de personne. Mise au courant de la propension de son gendre à recourir à la violence pour résoudre les problèmes de son couple, son beau-père le fit venir et lui tint ce langage. J'ai causé avec Alain, je dis Alain, tu es un jeune. Les jeunes dans le mariage doivent s'écouter, s'entendre. Tu es l'homme, tu dois apprendre à surpasser tout mal parce que tu es plus fort que ta femme. Elle peut parler certaines choses que tu ne peux pas, mais sois fort. Si je te dis ce qui se passe ici dans mon foyer, tu ne peux pas comprendre. Mais je me mets au-dessus pour être toujours le vainqueur. Ces conseils vont plutôt tomber dans les oreilles de sourds. Après le mariage, il a frappé sur ma fille, au point qu'elle est tombée. Elle a perdu. Oui. À la suite d'une énième prise de bec dimanche dernier, l'irréparable va se produire. J'étais au marché et on est venu me signaler que ma petite fille avait été tabassée toute la nuit. J'ai pris une moto de course et on est arrivé sur les lieux. À peine je vois ma fille totalement fatiguée. Je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, grand-mère, c'est Alain Fotso. Il m'a tué. Juste le temps de lui prendre la main, elle s'affaiblissait davantage. Conduite dans un état comateux à l'hôpital à l'Utiam de Banjoun, Ariane Kenyé, épouse Fotso, rendra finalement l'âme. Le certificat de genre de mort révèle qu'elle a succombé d'un traumatisme crânien sévère suite à une agression. Mais que reprochait-il à son épouse? Il est difficile pour l'heure de donner une réponse péremptoire, mais certaines sources indiquent qu'il la soupçonnait d'infidélité. Porté disparu après l'acte dont il est soupçonné d'être l'auteur, Alain Fotso, agriculteur bien connu à Banjoun, spécialisé dans la production des fraises et raisins, sera rattrapé par la police. Il est actuellement détenu au commissariat de sécurité publique de Banjoun, d'où il sera déféré pour répondre des accusations qui pèsent contre lui. En 10 ans de vie commune, dont plus de 9 en union libre, le couple Fotso a mis au monde de ses 4 enfants, respectivement âgés de 10, 7, 5 et 1 an. Éplorée, la famille de la disparue souhaite que justice soit rendue. Cette concession derrière nous rappelle désormais un triste souvenir à la famille Fotso. C'est ici que sa fille Ariane a été bastonnée jusqu'à mort sans suivre. Depuis le quartier Keng à Banjoun, Raphaël Tcheko, Vivien Tonfak pour Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, ce mouvement d'humeur survenu, mouvement d'humeur des employés de la société de transport et d'équipement collectif à Yaoundé. Ils ont garé les véhicules hier pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Une descente de l'autorité administrative a permis de calmer les esprits et surtout de pouvoir engager des discussions entre employés et l'administration de cette entreprise qui assure le transport urbain dans la cité capitale. D'autres précisions avec Aïk Cyril. Au siège de la STECI, au quartier Lonkak à Yaoundé, aucun mouvement de véhicules. Les bus sont garés, les employés assis à la portière, comme pour barrer la voie à tout passager qui souhaite embarquer dans un véhicule. Chauffeurs et autres employés de la société de transport et d'équipement collectif de Yaoundé, STECI, ont abandonné les volants. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Voici la lettre. Vous voyez, ça c'est l'inspection de travail. Ça c'est la STECI. Ça c'est le collègue délégué du personnel. Et voici la signature, ma signature et mon collègue. Vous voyez, nous avons parlé des bulletins de paie. Et nous avons demandé que les primes qui représentaient au niveau du personnel, nous avons demandé que nous les délégués du personnel. L'amertume et la désolation se lisent sur les visages. Si les employés s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de baisse drastique et injustifiée des salaires, ils notent dans le même temps que le peu d'argent qui leur est dû est versé sans bulletin de paye. Moi j'ai pris la peine, je me suis présenté à la direction générale. Verbalement, je leur ai dit,
le personnel ne peut pas être payé sans bulletin de paye. Il avait dit qu'ils n'ont pas l'argent pour payer les rames de papier afin de nous fournir les bulletins de paye. Interpellé sur la question, l'administration de l'entreprise admet son incapacité à fournir des bulletins de paye. Motif évoqué, la conjoncture actuelle. Pour ce qui est des bulletins, c'est là que nous commençons actuellement. La situation n'est pas, c'est pas un refus d'imprimer le bulletin. Le contexte, n'est-ce pas, affecte aussi le travail au niveau du matériel. Donc, on est en train de se battre. Parce que c'est depuis août. Il n'y a pas de bulletins. Arrivé sur les lieux, alors que c'est toujours un dialogue de sourds entre employés et personnel administratif, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, qu'accompagnent des éléments des forces de l'ordre, joue la carte de l'apaisement. L'autorité administrative suggère aux manifestants de surseoir au mot d'ordre de grève jusqu'à la semaine prochaine. Moi je crois, je vous ai proposé, j'ai eu le ministre, j'ai eu le maire de la ville, j'ai eu le DG, j'ai eu tous ces responsables et devant vous. À la fin, j'ai suggéré au DG une concertation avec toutes ces parties et en votre présence. Et je vous prie d'attendre peut-être la semaine prochaine au plus tard. Après moult tractations, la direction générale de Stécy, selon le sous-préfet, aurait consenti à régulariser la situation salariale de ses employés. J'ai pu avoir le directeur général au téléphone. Nous avons échangé sur la question. Il a invité son personnel à plus de magnanimité et a rassuré de ce que, en dépit des difficultés que rencontre la société, les problèmes seront certainement résolus. Il a déjà mis sur pied un calendrier de paiement. J'ai suffisamment discuté avec le personnel tel que vous-même vous l'avez vécu. Je veux saluer ici leur sens de responsabilité parce qu'ils ont compris tout l'intérêt qu'il y a à préserver cette organisation qu'est la Stécy. Preuve que le calme est de retour après une journée tendue. Le portail hermétiquement fermé jusque-là est réouvert afin de permettre la reprise des activités. Créé il y a quelques années en remplacement de la défunte société Le Bus, Stécy est engagé dans le transport urbain des passagers d'un point à l'autre de la ville de Yaoundé. Autre mouvement d'humeur observé cette fois-ci dans la ville de Douala, c'est la grogne des populations affectées par des inondations, conséquence des premières pluies diluviennes, redoutant une situation catastrophique à l'approche de la grande saison des pluies. Elles ont manifesté à l'esplanade de la mairie de la ville de Douala, dénonçant l'insuffisance des travaux de drainage dans la capitale économique du Cameroun, notamment dans les zones de Bépanda-Yongyong, Makepe-Misoké et Makepe-Misoké Petit-Vouri et Makepe-Maturité. Des détails avec nos reporters Robert Kenyé et Martin Abanda. Des pertes en vie humaine, des dégâts matériels considérables sont les réalités auxquelles sont confrontés les riverains de certains secteurs dans le 5e arrondissement de Douala. Les causes de ces incidents sont l'arrêt des travaux sur les drains, les constructions anarchiques sur les lits des eaux, Bépanda-Vouri par exemple, où les bâtiments d'une université sont dressés sur la rivière Bagna. Les petites économies qu'on a pu faire, les petits billets de 500 francs, l'eau emporte ça quand il pleut ou qu'on n'est pas à la maison. Et ici, il faut noter aussi un point très important, il y a des pertes en vie humaine. Quand je parle de pertes en vie humaine, il y a des petits enfants, on l'a écouté souvent, qui se noient parce que voilà, il y a de l'eau de partout et il n'y a pas moins, l'eau est vraiment abondante. Pluie ou pas, le ruissellement des eaux venues des quartiers environnants parvient toujours à inquiéter les ménages. C'est dans l'eau de quartier. Après les poissons, on a parlé. Parfois, on reste même là-bas en bas, il ne pleut pas, mais quand il pleut, par exemple de l'autre côté de la Guinness ou bien de l'autre côté, il y a l'inondation en bas sans pluie ici. Donc, brusquement, comme ça, on peut avoir même des pertes de vie humaine là, franchement. Et quand une pluie, alors ça annonce un peu dans tout, doit là, imaginer ce que ça fait. Donc l'inondation là-bas c'est catastrophique. L'année passée nous on a fait des photos, on portait les enfants dans des maisons. Nous ne savons pas, il ne faut pas qu'ils attendent peut-être quand on aura déjà peut-être 4-5-6 mois avant de dire qu'ils vont faire les descentes de lieu. Ça c'est le moment approprié. Face à cette situation, une trentaine d'habitants des quartiers Makepe Maturité, Bépanda-Yongyong, Makepe-Misoké
et Bépanda Petit-Vouri a investi la mairie de la ville. Organisée autour de l'association On est ensemble, leur doléance est la résolution de ce problème qui dure depuis plusieurs années aujourd'hui. Les dernières pluies ont causé des catastrophes graves et nous on venait ici pour interpeller le maire de ville. Une fois de plus, vu que c'est la énième fois, je dirais le 4e courrier déjà, avec des pétitions qui accompagnent. Donc, le but de l'interpellation était pour lui demander de venir trouver des solutions pérennes à la situation que nous traversons. Une oreille attentive, celle du directeur du cabinet du maire, leur a été accordée. La promesse faite par ce dernier est dans un avenir indéterminé. Cela suscite davantage des interrogations sur la venue des grandes pluies dans quelques jours seulement. Pour plus d'explicité, l'équipe de nos reporters a échangé avec la cellule de communication de la communauté. Le responsable nous a laissé entendre que la continuité des travaux relève d'une procédure administrative qui ne saurait rendre sa copie des suites. Dans l'attente de la résolution de ce problème, les populations de ces quartiers ont décidé de jouer les réfugiés des inondations devant le bureau de monsieur le maire de la ville de Douala. Robert Kenyé, Martin Abanda, pour Equinox Télévision. Dans ces zones à risque se multiplient les inondations et des eaux stagnantes. Cela contribue à la multiplication des cas de paludisme. Comment lutter contre cette maladie au Cameroun? Des chercheurs camerounais reconnaissent l'insuffisance des financements. C'est le principal handicap auquel sont confrontés des chercheurs et scientifiques camerounais. Pourtant, ils proposent une stratégie anti-vectorielle pour mieux protéger l'homme contre les piqûres de moustiques responsables de cette maladie. Évocation avec Equa Claude et Nadine Yambo. En 2 ans, le Cameroun a enregistré une progression de près de 4 millions de cas du paludisme, révèle le ministère de la Santé publique. La maladie a connu une prévalence élevée en raison de la psychose liée à la pandémie de coronavirus. Le Covid était là, dont les patients Covid étaient à l'hôpital, dont les patients n'allaient plus à l'hôpital malgré leur état fiévreux, maux de tête qui sont les symptômes caractéristiques. Vous avez vu dans la présentation, les chiffres restent importants, 4 millions de cas qui sont toujours présents. Donc il y a encore des guidelines, il y a encore des gaps à mettre en place pour pouvoir continuer à diminuer, voire qui sait, l'éradication. Face à l'évolution à grande échelle du paludisme au Cameroun, des chercheurs militent pour une lutte coordonnée vers une neutralisation du moustique agent vecteur. Avec le prix que nous avons gagné, on parle d'une innovation scientifique pour la lutte antivectorielle, un larvicide naturel. C'est ce larvicide qui nous permettra qu'on en parle plus de résistance, parce que c'est la résistance qui nous a poussé à chercher ailleurs pour pouvoir combattre le vecteur du paludisme. Tout ce qui était dans notre environnement et qui était utilisé contre les moustiques et pour les maladies reste là. Et il suffit maintenant de regarder de près avec les nouveaux moyens technologiques pour l'exploiter. Autre handicap dans la lutte contre le paludisme au Cameroun, la faiblesse des sources de financement et le déblocage des fonds pour l'achat des médicaments, l'acquisition des moustiquaires imprégnés et le déploiement des équipes sur le terrain. Si vous devez lutter, mettre en place un système de santé dans votre pays et que ce soit les bailleurs internationaux qui vous donnent l'argent, votre lutte, ça va être au gré, à la volonté, au bon vouloir des bailleurs de fonds. Donc il est indispensable que les États financent en majorité les systèmes de santé dans leur propre pays et non pas les bailleurs internationaux. La communauté scientifique recommande qu'un accent soit mis sur les enfants, cible principale du paludisme, et une sensibilisation, notamment dans les zones reculées où l'accès aux soins de santé reste difficile. C'est une activité qui doit être permanente, en particulier dans les régions les plus reculées du Cameroun, où il n'y a souvent pas de centre de santé et où on a des cas qui sont de plus en plus importants, mais la prise en charge n'y est pas. Il n'y a presque pas de panneaux publicitaires qui sensibilisent les personnes, les individus pour lutter contre le paludisme. Ou bien on pourrait mieux le résoudre en impliquant à fond les personnes les plus concernées et surtout les enfants. Donc dès l'école primaire, tous les enfants devraient au moins savoir
quel est le danger. Si rien n'est fait, le paludisme pourrait faire plus de morts au Cameroun. Selon l'OMS, en 2020, le paludisme a tué 11 000 personnes, avec plus de 11 millions de cas recensés. À l'occasion de ce symposium sur les défis de la lutte contre le paludisme, des scientifiques rappellent aux populations la nécessité de respecter les règles d'hygiène et d'assainir leur environnement immédiat comme d'autres moyens de lutte et de prévention contre le paludisme. Je vous invite à les écouter. Le tout n'est pas d'attendre que ce soit le gouvernement qui aide à la lutte contre le paludisme. Ça commence par soi-même, l'assainissement autour de notre zone d'habitation, ne serait-ce que la simple propreté. Il faut éviter les petits cours d'eau, les petits marécages, les espèces de roues où il y a les moustiques qui pondent leurs œufs, développent les larves, les petits fûts qu'on garde à la maison, même nos puits domestiques, il faudrait pouvoir les nettoyer, il faut les laver, il suffit de mettre quoi? Quelques pastilles d'eau de javel. Ça permet de nettoyer le puits, ça permet d'avoir un puits sain, nettoyer autour du puits pour éviter en fait que les moustiques ne soient présents, qui puissent assurer la transmission. Nous-mêmes, le soir, dans les vêtements, quand on est dehors, on essaie de porter des vêtements un peu plus longs. C'est sûr qu'il fait chaud, mais il y a des tissus qui sont légers qu'on peut utiliser quand on est dehors pour se protéger contre les piqûres de moustiques et sensibiliser, et surtout les enfants. À présent, les images de la levée du corps du plus jeune député camerounais, Prince Mokodi Ange Gabriel, qui entame son dernier voyage. Vous le voyez en image, après la levée du corps, ses collègues parlementaires lui ont rendu un hommage au cours d'une cérémonie organisée au Palais des Congrès à Yaoundé. Élu député de Lambumba et Ngoko dans la région de l'Est, il était membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Il avait 31 ans lorsqu'il accédait à la chambre basse du Parlement. Il est décédé le 24 mars 2021 des suites de courtes maladies. Le député Prince Mokodi Ange Gabriel. Je vous invite à présent à suivre quelques réactions à la fois de ses collègues parlementaires et des membres de sa famille. Notre cher collègue faisait partie de la commission des affaires économiques, de la programmation et de l'aménagement du territoire. Son départ précoce et inattendu ne nous a pas donné l'occasion d'accomplir ensemble notre devoir dans le cadre des activités qui nous incombent en tant que commission. Au nom de l'ensemble des membres de la dite commission, je saisis cette occasion pour réitérer à la famille si durement éprouvée mes condoléances les plus attristées, auxquelles j'associe l'expression de ma profonde compassion. L'honorable Prince Mokodi Ange Gabriel, qui est décédé à l'âge de 32 ans, a connu une vie politique très riche, marquée par son passage depuis 2005 comme militant de base OJLDPC, puis secrétaire de la sous-section OJLDPC de Nola Molundu, avant d'être tête de liste LDPC aux législatives du 2020 dans la circonscription de Bumba Ngoko pour devenir député LDPC de la 10e législature. Ces hommages nous réconfortent, mais ces hommages ravivent d'ailleurs notre tristesse d'avoir perdu si tôt, si précocement, cet être cher. Je voudrais donc ici simplement, au nom de la famille Mokodi, au nom de tous les ressortissants du Soleil Levant, vous dire merci. Merci au honorable député pour ces hommages. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Rotou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir en direct de Yaoundé.
retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, toujours avec un peu de retard, 7 minutes aujourd'hui. Equinoxoir, deuxième partie se poursuit avec toujours Armantin, Serge Mebikoy, docteur Fabrice Noah. Je commence avec vous, Armantin, vous êtes géostratège, c'est bien cela. Donc nous rentrons là dans un domaine que vous maîtrisez, plus que beaucoup ici sur le plateau. Armantin, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, 48 heures après avoir pris véritablement les fonctions en tant que président du CMT, Conseil militaire de transition, a décidé de consulter et, parmi les personnes qu'il a reçues, l'ambassadeur de France au Tchad. Pour vous, ça veut dire quoi? On est là dans une manœuvre habituelle qu'on a l'habitude de voir quand on est face au coup d'État. Généralement, il y a un conseil militaire de transition qui est mis en place. Vous avez observé les mêmes phénomènes depuis 2 jours. Lorsque cela est arrivé, on ferme les frontières, on dissout la Constitution, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Maintenant, on est dans un processus d'adoubement. C'est-à-dire que le Conseil militaire de transition veut maintenant être adoubé et veut être accompagné par la communauté internationale. Tout simplement, pourquoi? Parce que... vous avez parlé de coup d'État. Oui. Mais on a souvent vu des coups d'État être condamnés. Pourquoi celui-ci n'est apparemment pas condamné? Le président Macron dit qu'il sera en Djamena. J'en venais. Lorsqu'il reçoit l'ambassadeur de France, il faut comprendre que si la France voulait condamner ce coup d'État, la France l'aurait signifié depuis 2 jours. Maintenant, ça veut dire que la France est en accord avec ce qui est en train de se passer. Il faut le dire, c'est un coup d'État, on piétine la Constitution. Ce comité militaire de transition n'a rien à faire là. Ce général, il n'a rien à faire. Il y a une Constitution qui prévoit la continuité et les mécanismes de succession suite à la vacance du pouvoir. Maintenant, donc, il a reçu l'ambassadeur de France. Il va également continuer avec les corps constitués nationaux, c'est-à-dire la société civile également. Bon, et après, on va servir une sorte de gouvernement pour essayer de camoufler le coup d'État militaire. Maintenant, ce qui, moi, me chagrine un peu, le recul de la démocratie en Afrique centrale, différemment en Afrique de l'Ouest. Voilà, avant d'y arriver, permettez que je prenne les avis des autres. Voilà, docteur Noah, cette situation, l'ambassadeur de France qui est reçu par le nouvel homme fort, c'est une expression qu'on entendait après les coups d'État en Afrique. Le nouvel homme fort de Djamena. Non, je crois que... L'analyse. Je pense effectivement que, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont pensé, c'est vrai que quand il y a eu les premiers événements en rapport avec l'arrivée des rebelles, comme cela au Tchad, en provenance de Libye, il y a eu une opinion qui estimait effectivement que il y avait une sorte de relâchement, si vous voulez, que les Français avaient décidé de lâcher leur ami, leur allié, Idriss Déby. Or, quand vous recoupez un certain nombre d'informations, vous vous rendez compte effectivement que dans la bataille qui a été comme cela, qui a causé le décès d'Idriss Déby, l'armée régulière, l'armée tchadienne a bénéficié du renseignement, n'est-ce pas, français. Ça veut dire que jusqu'au bout, les Français, effectivement, se sont battus, ont été du côté, n'est-ce pas, d'Idriss Déby, comme à plusieurs, quand il y a eu plusieurs autres tentatives de coup d'État. Donc je pense que c'est quelque chose de logique. C'est 2008. Voilà, c'est quelque chose de logique. Et ça me fait quand même poser une question. Je me demande toujours sur quels éléments se fondent les gens d'une chaîne que je ne voudrais pas citer, mais qui passent le temps à dire que Idriss Déby et bien d'autres dirigeants d'Afrique centrale et de l'Ouest sont des panafricains. Moi, je ne sais vraiment pas quelle est l'unité de mesure de ce panafricanisme, mais je pense quand même que quand un monsieur comme celui-là, que je respecte, dont je respecte la mémoire, quand on fait une analyse quand même de son bilan,
on se rend compte quand même que les institutions n'ont pas été mises entre parenthèses simplement il y a quelques jours, c'est depuis 90. Parce que effectivement au Tchad, on ne peut pas parler de démocratie quand vous avez un monsieur qui est là depuis 90 et qui, à un moment, je crois qu'on a vu beaucoup d'images, comment il traite ses opposants, comment il traite les membres de la presse. Donc je pense quand même que à un moment, la France doit comprendre que l'Afrique doit faire son chemin et l'Afrique peut tracer sa voie sans effectivement qu'on ait cette logique paternaliste là qui voudrait toujours être là. Vous avez vu, les États-Unis aujourd'hui sont en train de condamner cette situation. L'Union africaine, on attend encore qu'elle dise quelque chose. Vous savez ce mot, Patrice Emery Lumumba l'a prononcé devant le roi belge, le mot de paternalisme. Vous savez ce que ça lui a coûté? Effectivement, mais je pense quand même que nous sommes dans une logique de 100 ans, 1960, oui. 2021, oui, il n'est plus question qu'on dise que les pays africains sont incapables justement de prendre leurs responsabilités parce que oui, si vous faites ça, on vous coupera la tête. Je pense qu'il faut, si vous avez des dirigeants, c'est aussi parce qu'ils sont capables de prendre des décisions, même celles qui fâchent. Et effectivement, le problème de beaucoup de pays en Afrique centrale, c'est qu'ils n'acceptent pas eux-mêmes, n'est-ce pas, de couper ce cordon ombilical qui les relie, n'est-ce pas, à la France. Quand ça les arrange, ils disent non, le CFA, on va sortir du CFA demain. Mais Macron leur dit quoi? Après, si vous voulez, vous pouvez sortir. Mais qu'est-ce que les gens font? Bon, on va y réfléchir, on prendra notre temps. Donc je trouve qu'effectivement, le procès qu'on fait quelquefois à la France, à mon avis, n'est pas un procès juste. Parce que si vous rentrez dans l'histoire, et c'est par là que je chute, vous allez vous rendre compte effectivement que, faut sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France était un pays dévasté. Et il a existé un homme qu'on appelle le général de Gaulle qui a réfléchi et qui s'est dit comment la France ferait pour rester une puissance. Et il a trouvé la meilleure des solutions, c'était celle justement de faire de l'Afrique son marchepied. Donc vous n'allez pas demander à la France aujourd'hui d'arrêter d'exploiter celui qui se laisse exploiter. C'est clair que si le CFA, si tous les accords de défense, les accords de coopération secrets sont justement des éléments à la base, alors si vous voulez, contribuent d'une certaine manière au développement ou à la puissance de la France, jamais on ne remettra en question justement ces accords, ces alliances-là. Tellement de présidents sont venus, ils sont repartis. Je ne pense pas qu'il y ait eu effectivement la rupture qu'ils nous ont souvent promis. Voilà, Serge Aimé Bikoy, Macron a annoncé en N'Djamena pour les obsèques du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui est tombé, on a annoncé, mardi dernier, tombé au front, des suites de ses blessures. Pour vous, cette présence du président Macron en N'Djamena et l'ambassadeur qui est reçu aujourd'hui, parmi les premiers, hein, ça, par le nouvel homme fort de N'Djamena, quelle lecture? Oui, ça montre là la corrélation qui existe toujours entre les États africains et les puissants de la métropole. Parce que vous constatez véritablement qu'aujourd'hui, ce qui est davantage dénoncé, c'est cette logique de paternalisme que l'on peut davantage constater entre les États africains et les puissants de la métropole. Lorsque vous voyez aujourd'hui ce rapport étroit, on a davantage l'impression qu'aujourd'hui il y a un problème de dépendance des États africains qui s'opposent à l'Afrique depuis des décennies. Parce qu'on est toujours là dans la logique de la recolonisation qui est toujours observée de manière voilée. C'est pour cela que Samir Amin prônait à l'époque la déconnexion systématique de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas davantage à avoir nos propres modèles endogènes de fonctionnement, de manière que l'Afrique puisse s'autodéterminer, ça va toujours poser un problème. On est aujourd'hui en train de questionner les processus de démocratie en Afrique. Lorsque un président a déjà fait 20, 25, 30 ans, ça pose un problème de fond. On est là dans le questionnement autour des logiques de l'alternance. Pourquoi aujourd'hui on arrive pas davantage à respecter un ensemble de principes et des mécanismes qui structurent véritablement la démocratie, le processus de démocratisation en bonne et due forme. Et alors là, on se rend davantage compte qu'il y a véritablement matière à réflexion. Parce que si ce n'est pas tel pays qui est concerné, c'était l'autre. Et alors là, l'on se situe aujourd'hui dans la problématique de réflexion sur comment justement refonder nos États africains de manière que l'on puisse s'autodéterminer en fonction des mécanismes de développement qui nous sont propres. Mais s'il y a toujours ce primat des puissances occidentales, des puissances de la métropole sur les États africains, on restera toujours cantonné justement dans ce type de fonctionnement qui aujourd'hui va davantage nous
permet davantage de constater que l'Afrique est toujours en train de regresser. Or, en réalité, on est déjà au XXIe siècle où il faut justement repenser nos modèles de démocratie, nos modèles de gouvernance et nos modèles de fonctionnement. Si l'on ne le fait pas, finalement, l'Afrique sera toujours, comme qui dirait, mal partie. Ok, Armantia, vous voulez évoquer l'Afrique de l'Ouest, hein, ça nous fait penser à cette période où l'ECOWAS, la CEDEAO condamnait les coups d'État en Afrique, l'Union africaine même. Depuis ce qui s'est passé au Tchad, on n'entend personne parler. Je ne veux pas parler de la CEMAC. Oui, lorsque je voulais évoquer la CEDEAO, c'était pour expliquer que la CEDEAO, à chaque fois, vous avez vu le cas gambien, même lorsqu'il y a eu le cas malien, il y a eu une certaine pression sur les putschistes maliens. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune réaction, que ce soit de la CEMAC, que ce soit de la CEAC, pour condamner fermement ce qui est en train de se passer au Tchad, qui est un très gros risque. Armantia, lorsque le président de l'Assemblée nationale tchadienne, Haroun Kabadi, lui, il semble se complaire dans cette situation, alors que la Constitution prévoit que c'est lui qui devait... Il ne se complaît pas, il ne le fait pas... de gaieté de cœur. De gaieté de cœur. Il faut commencer à analyser les circonstances de la mort du président Déby. Il faut comprendre que c'est un régime militaire. Et lui-même, il avait dit, vous n'avez jamais vu un chef d'État prendre une arme et aller combattre. Maintenant, c'est dangereux. Pourquoi? Depuis l'indépendance du Tchad, on a connu 5 coups d'État. Il y a eu un président qui a fait 3 jours, un a fait 37 jours, un a fait 4 ans. Il n'y a que Abré qui a fait 8 ans et Déby qui a fait 30 ans. Alors, si cette situation n'est pas condamnée, nous acheminons à une instabilité et au même processus au Tchad. L'Union africaine... Mais en même temps, ils disent qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas venus s'éterniser, ils sont là pour 18 mois. C'est un langage régulier de tous les putschistes. Ce sont des putschistes. Il faut reconnaître quelque chose. Sur le plan de la géostratégie militaire en Afrique, le Tchad est le pays qui a le plus grand nombre de généraux. Ce qui est très très surprenant. Quand vous voyez un jeune homme de 37 ans qui est aujourd'hui général de corps d'armée, ça c'est le dernier grade de l'armée, et qui est sorti de l'école pratiquement en 2007, vous devez comprendre. Maintenant, au niveau de l'Union africaine, même si l'Union africaine, on peut compter dans ses insuccès la non-résolution de certains conflits, l'Union africaine à travers l'UEA a quand même pesé pour résoudre certains conflits. Jusqu'à présent également, il ne faudrait pas que parce que l'ancien ministre des Affaires étrangères, le président de la Commission, Faki Mahamat, est tchadien, qu'il ne puisse pas prendre position. Donc, je pense qu'il est urgent pour le président de la Commission de l'Union africaine, mais également le président de la CAC, en qui nous avons beaucoup confiance, le président Tshisekedi, qui se situe dans une autre posture, puisse prendre position, parce que le Tchad, c'est un très très grand pays. Il faut reconnaître quelque chose. La majorité, ou bien je veux même dire d'abord le tiers des forces, par exemple du G5 Sahel, vient du Tchad. C'est dans les 1800-1850. Si le Tchad n'est pas en paix, la force multinationale mixte, sa plus grande force, le plus grand contingent également vient du Tchad. Et ce qui se passe aujourd'hui au Tchad est source de l'instabilité au niveau du Sahel, avec le cas libyen, le syndrome, l'axe sahélo-sahélien libyen qui a été créé. Si donc le Tchad plonge dans une incertitude, dans une instabilité, ce qui semble se dessiner, cela peut être très très dangereux même pour les pays qui sont tout autour du Tchad. Et tu sais, ces pays, c'est également les pays de l'Afrique centrale, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vivement que ces autorités puissent avoir un regard au niveau de la perspective, puissent interpréter ce qui pourrait être comme presque un coup d'État adoubé par à la fois l'Union africaine, même au niveau sous-régional, la CAC, la CEMAC, et qui plus tard sera une grand-gaine
pour les deux sous-régions. Docteur Noir, le CMT est là, ils nous disent qu'ils sont là pour 18 mois, ils vont remettre le pouvoir aux civils, ça c'est ce qu'ils disent. Mais il y a une certaine opinion qui pense là-bas au Tchad que c'était face à la menace qu'il fallait les militaires. Non, moi je crois que pour d'abord répondre à au premier élément, lorsqu'on vient au pouvoir et qu'on dit effectivement qu'on y sera pendant 18 mois, je pense que c'est déjà pour contenter ceux qui nous écoutent et pour éviter effectivement qu'il y ait une volée de bois vert. Je ne pense pas que lorsque Déby est arrivé au pouvoir en 90, il avait dit qu'il ferait 30 ans. Donc, certainement, il avait estimé que voilà, on est là juste pour une transition de quelques jours. Vous savez, le pouvoir, c'est un peu comme une substance qui se transforme en poison quand on le garde beaucoup dans la bouche. Et je crois que le véritable problème se situe à ce niveau-là. Parce que quand vous essayez un peu de lire la plupart des travaux qui sont faits sur les régimes qui usent de la violence, vous allez vous rendre compte qu'il y a au moins, ça je n'ai pas les chiffres, mais au moins 50% de ces régimes qui finissent dans la violence. Parce que justement la violence répond à la violence. Et donc vous avez cette situation aujourd'hui qui est dangereuse, et je crois, si on se rend à l'évidence, si on fait une mesure du niveau d'engagement justement de la rébellion FACT, on comprend que le problème du FACT, c'était pas... D'ailleurs, il y a un audio qui a circulé où il disait qu'il voulait attraper Déby vivant. Ça sous-entend donc que ce n'est pas la personne de Déby qui pose problème, mais c'est le système. Donc, imaginez-vous que les gens veulent mettre à côté un système et que le système, par la force des choses, veut se régénérer par le fils, n'est-ce pas, de Déby. Je pense que et ces gens ne savent pas quel danger ils exposent, n'est-ce pas, les populations. Il y a un communiqué qui a circulé où le FACT a dit effectivement que pour lui, il pensait que Idriss Déby serait enterré, je crois, le lendemain de son décès, parce que vendredi, donc demain, eux, ils vont descendre sur N'Djamena. Je ne suis pas sûr que les gens qui iront aux obsèques seront en toute sécurité. Vous savez quel est le niveau d'armement de ce FACT. Macron est en N'Djamena. Il y sera, c'est clair qu'il y aura un très grand dispositif sécuritaire. Voilà. J'espère que le même dispositif restera après son départ, ce qui est moins sûr, parce que vous savez qu'à un moment, quand on est quand même dans un pays... Les Français sont là-bas depuis beaucoup d'années. Hein. Mais vous savez que cette présence est remise en cause depuis longtemps. Au Sahel aujourd'hui, demain ce sera au Tchad, parce que c'est le contribuable français qui met de l'argent, et après qui se pose la question de savoir pourquoi l'argent que nous payons sert justement à assurer la stabilité, non pas d'un régime politique, mais du moins la stabilité du pouvoir des amis de la France. Et je pense que si Macron ne réussit pas à se poser les bonnes questions, il va se retrouver dans un engrenage et finalement, voilà, il partira, je crois la France partira du Tchad, la queue entre les jambes. Voilà, Serge Bikoy, la menace FACT est réelle. Qu'est-ce qui fait que le FACT ne veuille pas arrêter, veuille absolument arriver à N'Djamena? Qu'est-ce qui explique ça? Oui, la menace est réelle, c'est d'autant plus que lorsqu'il y a un ensemble de déterminants factuels qui rentrent justement dans la problématique de la violence qui s'oppose avec l'acuité par rapport au questionnement que l'on peut davantage répertorier sur la situation politique justement au Tchad, ça nous permet davantage de réfléchir dans ce sens. Vous savez bien que lorsqu'il y a un contexte politique qui justement présente un ensemble de problèmes, de difficultés par rapport au fonctionnement, ça met justement les uns et les autres dans cette logique-là. Aujourd'hui, il y a la question de la réflexion sur la situation politique tchadienne. Parce que, vous savez, lorsque il y a un ensemble de récriminations, il y a un ensemble de contestations qui sont davantage formulées par les uns et les autres, ça montre véritablement qu'il y a anguille sous roche. Et les questions-là, de voir dans quelle mesure on peut justement appréhender le problème, non pas à travers des solutions de rafistolage ou bien de colmatage de brèches, mais de réfléchir de fond en comble, de manière que le problème soit justement résolu de façon fiable. Aujourd'hui, il s'agit davantage de questionner le système, parce que le problème n'est pas
individuel ou bien individualiste, mais le problème est systémique. C'est le système qui mérite d'être questionné de manière que l'on puisse davantage constater justement quelle est la lame de fond, quel est le problème de fond qui se pose véritablement à cela. Et on est là dans le questionnement autour des mécanismes de gouvernance, autour du processus de démocratisation, parce qu'en réalité, l'on se rend davantage compte qu'il y a eu un ensemble de pesanteurs qui ont été davantage répertoriés, et c'est ce qui a créé au bout du compte des récriminations, des formes de contestation et de disqualification des uns et des autres. Moi je pense qu'aujourd'hui, point n'est besoin de constater justement la présence d'Emmanuel Macron, mais de voir est-ce qu'à long terme, on pourrait justement aboutir à la stabilité du Tchad. Parce qu'en réalité, les gens mènent justement des réflexions dans le sens justement de constater que oui, il y a un dispositif sécuritaire qui existe, mais est-ce qu'à long terme on pourra davantage contribuer à la stabilisation de ce pays? C'est pour cela qu'aujourd'hui il faut réfléchir dans ce sens. Et lorsque l'on ne peut pas davantage conjecturer sur un ensemble de solutions que l'on peut davantage constater à court terme, je pense qu'il vaut mieux que l'ensemble des acteurs qui sont concernés justement par la problématique politique tchadienne puissent justement réfléchir dans ce sens. Sinon, on risquerait d'aboutir à d'autres problèmes qui risquent d'enliser même la situation au Tchad. Amanta, le Cameroun, le président Biya se fera représenter ces obsèques du président Déby par le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betiasson. Oui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que au niveau de la lutte contre le terrorisme, le Tchad est un partenaire très important. Justement. Que ce soit au niveau de l'Afrique centrale. C'est pourquoi le président a choisi le ministre de la Défense? Non, à ce niveau, on est sur un parallélisme protocolaire. Oui. C'est lui qui est au Conseil ministère de transition aujourd'hui, c'est un ancien ministre de la Défense, c'est lui qui était ministre de la Défense. Oui. Alors, si les institutions avaient par exemple été représentées, je suis tout à fait sûr que ça n'aurait pas été le cas. Ça aurait été une personnalité d'un rang protocolaire plus élevé. Donc, le Tchad joue un rôle très important, et le Tchad a toujours joué un rôle très important dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit Boko Haram, et voilà aujourd'hui que les FACT menacent de prendre le pouvoir. Je voulais dire un mot sur les pesanteurs que Serge évoquait tout à l'heure. Sur ces pesanteurs, il est très clair. Il est clair que ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, le président Déby, son règne n'a jamais été de tout repos. Il faut d'abord le reconnaître. C'est un pouvoir qui est clanique, qui a toujours été presque, on a toujours critiqué. C'est un régime qui a toujours été critiqué. Et d'une fois, les rebelles se sont retrouvés aux portes du palais. Et à chaque fois, ça a toujours été comme en 84, lorsque et à chaque fois la France intervient toujours. Maintenant, à part cela, on a envie de se poser la question. Il est bien vrai. Parce que la France n'a pas vu ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au président Déby. J'en viens. Il est bien vrai que lorsque un régime l'est déjà, il y a des problèmes de gouvernance qui se posent parce que la répartition de la manne de l'État, si je peux l'appeler ainsi, ne peut pas être faite de manière normale. Maintenant, il y a un phénomène des États pétroliers. Le Tchad, vous vous souvenez, vous savez que le pipeline tchadien passe par le sol camerounais. Oui. À un moment donné, le Tchad a eu beaucoup de moyens à travers cette manne pétrolière, à un moment donné qui a peut-être été mal géré, parce que vous vous souvenez que certains économistes appellent souvent le pétrole une malchance pour certains pays. Cela a fait en sorte qu'aujourd'hui, non seulement il y a eu par exemple la baisse des salaires, par exemple de ceux qui sont des agents publics, le niveau de vie a tellement baissé, et il y a eu une inflation galopante. Cela donc a contribué avec ces récriminations de ces autres ethnies qui se voient défavorisées. Exacerber le mécontentement social. Effectivement, exacerber ce mécontentement qui est à l'origine du coup d'État qui se passe aujourd'hui. Maintenant, il est donc clair que la communauté internationale, depuis un moment, il y a un jeu que les grandes puissances jouent. Parfois, la gouvernance
d'un leader, elle est diluée par rapport à sa contribution pour la lutte contre le terrorisme. Parfois peut-être par rapport aux richesses et à la place, par exemple, qu'il donne à certaines puissances. Mais le Tchad, ce cas ne doit pas être géré ainsi. C'est plus d'1 million de kilomètres carrés. C'est un pays qui, s'il sombre pratiquement dans l'instabilité, à peu près comme ce que la Libye connaît aujourd'hui, cela sera très très préjudiciable, que ce soit pour l'Afrique centrale et même peut-être pour tout le continent africain. C'est pour ça que moi j'interpelle encore. Voilà, 30 secondes chacun, on est arrivé au terme de l'émission. Moi je crois que la solution au Tchad comme ailleurs, ce serait effectivement donner un peu plus de place à la démocratie, que les institutions républicaines puissent être de nouveau mises, n'est-ce pas, en place, et qu'effectivement la transition politique soit faite, non pas par les militaires, mais par des civils. Serge Mébicoy ? Oui, il faut véritablement que la réflexion puisse davantage être engagée de manière que la gestion de la transition puisse davantage être pacifique et non pas belliciste. Vous savez, lorsque l'on est dans un tel contexte, il faut véritablement que l'on puisse créer cette dynamique de réconciliation, de pacification et de réflexion systématique. Parce qu'en réalité, c'est vrai que les parties belligérantes sont véritablement visibles, mais maintenant, il faut aujourd'hui penser à l'avenir du pays, voire au devenir du Tchad. Sinon, c'est la situation qui risque justement d'être en péril, de manière que ça puisse impacter non seulement dans la sous-région Afrique centrale, mais bien plus dans le continent noir. Et on n'a pas besoin que le Tchad sombre justement dans cet obscurantisme-là. Donc il est aujourd'hui question de lancer cette interpellation auprès des acteurs politiques, auprès des acteurs qui sont impliqués dans cette conflictualité à l'heure actuelle, de pouvoir davantage penser à l'avenir et au devenir du Tchad. Voilà, merci Serge Mébicoy, merci Armantin, merci Dr Fabrice Noah, merci cher monsieur. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. La dernière, c'est demain, à partir de 19h. Bonsoir, N'Djamena.